Aujourd'hui, nous allons parler de la politique économique de Donald Trump. Pourquoi ça marche? Parce que ça marche. Et pourquoi elle est vraiment une politique libérale, une vraie politique libérale. On va essayer d'analyser sous deux angles tout ce qu'a pu faire le président Trump depuis son élection. Alors, vous le savez, Trump a été élu en fin 2016 et il a pris ses fonctions début 2017. Au lendemain de son élection, le journal des Échos titrait « Le monde vers une récession avec l'élection de Donald Trump ». Bien, le journal des Échos s'est visiblement planté, en tout cas on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, il s'est planté. Donald Trump, non seulement n'a pas plongé le monde dans une récession, mais au niveau de son pays, il a réussi, on peut dire, des résultats que je qualifierais quasiment de prodigieux au vu des chiffres. L'économie américaine aujourd'hui, c'est une économie qui connaît un taux de croissance de l'ordre de 3%. Le double de la croissance moyenne en Europe. L'économie américaine connaît le plein emploi. 3,7% de taux de chômage. 3,7% de taux de chômage, c'est un taux qui correspond en fait à du plein emploi, puisqu'on ne peut jamais avoir 0% de chômage. Il y a des gens qui changent de travail couramment, on appelle ça le chômage frictionnel, et on y est, on est au taux de chômage frictionnel. Ça veut dire qu'aux États-Unis, le taux de chômage est très bas. Alors on va nous dire que c'est souvent du travail précaire, mais le fait est que les gens travaillent. Il a remis les Américains au travail, étant donné que, depuis son arrivée, le taux de chômage a diminué de près de 2%. Et le taux de croissance a augmenté de 1%. Alors, qu'a donc fait Donald Trump pour relancer l'économie américaine? Il a travaillé sur trois aspects essentiels. Premier aspect, la fiscalité. Alors, prenons là encore des points de comparaison, hein. Le taux de fiscalité aux États-Unis était déjà bien en deçà de celui de la France. La France, vous savez, le taux de fiscalité est de l'ordre à peu près de 48%. C'est-à-dire que 48% de la richesse nationale est captée par l'État. Aux États-Unis, c'était déjà 7 à 8 points de moins. Il y a eu une nouvelle baisse au niveau des impôts, que ce soit les impôts sur le revenu, impôts sur les sociétés. Avec Donald Trump, il y a eu à peu près 1456 milliards de dollars de réduction fiscale. Bien. Alors, les démocrates, au moment où ces mesures ont été prises, en 2017, ont hurlé au loup. On parlait de cadeaux faits aux riches. On pensait que ça allait profiter essentiellement aux riches et pas aux autres. Eh bien, quand on regarde aujourd'hui plus en détail les chiffres, parce qu'il faut aller au fond des choses, ce n'est pas du tout comme ça que cela se passe. En réalité, depuis 2 ans, les salaires ont augmenté aux États-Unis. Alors, je vais retrouver les chiffres exacts. Les revenus par habitant et les revenus des salaires américains ont augmenté de 3,7% sur les 2 premières années. Ils n'avaient augmenté que de 2% sur les 2 dernières années du mandat d'Obama. Donc vous voyez quand même la différence, et on peut l'imputer directement à la politique de Trump, ça paraît évident. Et alors en plus, contrairement à ce que nous ont dit les démocrates, ce ne sont pas du tout les plus riches qui se sont enrichis, ce sont les plus pauvres. Et ce sont essentiellement les catégories, les minorités, qu'il s'agisse des Noirs ou des Hispaniques qui souvent étaient exclus du marché du travail ou avaient des salaires moins élevés parce qu'ils sont moins qualifiés, c'est eux qui ont le plus profité, à la fois en termes de hausse de salaire et à la fois en termes de taux de chômage. Il y a un taux de chômage aujourd'hui, au niveau par exemple de la population noire, de l'ordre de 6%. Il était beaucoup plus élevé avant, sous le président Obama, qui pourtant a été largement soutenu par cette communauté. Alors, comment ça se fait? Cela peut paraître curieux. Ben non, en fait, c'est très simple. En diminuant les impôts, en particulier qui pèsent sur le travail, sur l'investissement. Eh bien, Donald Trump a redonné les moyens d'investir et a encouragé et motivé toutes les forces vives de la nation, qui ne sont pas seulement les multinationales, qui sont tous les entrepreneurs, ou tous les gens qui ont envie de créer une entreprise et qui ont retrouvé la confiance. Et c'est ça, essentiellement, qui est la vraie politique libérale, qui permet très rapidement, on le voit dans ce cas d'espèce, de gagner des emplois, de gagner de la prospérité, de gagner de la richesse et de la croissance. Et d'ailleurs,
tout ce que je viens de vous dire, en particulier sur l'amélioration de la condition des plus pauvres, est expliqué par Milton Friedman dans tous ses écrits. Milton Friedman expliquait bien qu'en conduisant cette politique, on allait redonner les moyens de créer des emplois aux gens qui n'en avaient pas forcément, ou aux gens qui avaient les moyens mais qui avaient des craintes, et que ça allait profiter essentiellement aux couches les plus défavorisées. Milton Friedman l'expliquait très précisément. Donald Trump l'a appliqué comme il s'y était engagé, et ça marche au bout de 2 ans. On a déjà des résultats. Alors aujourd'hui, les démocrates sont bien embêtés pour critiquer cette politique. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent Donald Trump a creusé les déficits. Cette baisse d'impôts creuse les déficits. Et c'est vrai, le déficit américain, le déficit public, a encore augmenté. Il est de l'ordre de 4% du PIB. Et il était inférieur à 3% il y a de cela 2 ans. Sauf qu'effectivement, une baisse de la fiscalité, c'est immédiat. Les retombées qui doivent venir abonder les caisses de l'État sont, elles, décalées, puisqu'il faut avoir le temps que la croissance se matérialise et se répercute 1 an ou 2 ans après dans les caisses de l'État américain, de l'État fédéral. Donc la hausse des déficits est normale, je pense qu'elle était anticipée. Et vous verrez, j'en suis à peu près persuadé, dans les 2 ans à venir, si cette politique continue à être menée, et si elle continue à porter ses fruits, le déficit américain va revenir progressivement dans des normes, je dirais, plus sereines. Donc, une politique qui porte ses fruits, et qui porte ses fruits directement et rapidement dans les poches des Américains. C'est ça qui est vraiment à souligner. Deuxième élément très libéral de sa politique, une certaine déréglementation, par exemple au niveau des assurances santé, pour les entreprises, plus de liberté, moins de codes du travail, moins de codes sociaux. Ça permet tout ça de créer de la confiance. Pourquoi? Il est bien évident qu'en France, prenons le cas de la France qui est l'extrême inverse, un code du travail démentiel, des dizaines de milliers de pages, des codicilles, des choses trappes un peu partout, il est bien évident que ça n'encourage pas les employeurs, et en particulier les petits employeurs, ceux qui ne délocalisent pas. Les grands groupes, soit ils délocalisent, soit ils ont des services juridiques pour contourner tout cet écheveau de réglementation et de complications. Mais les petites entreprises, ce sont elles qui morflent, excusez-moi l'expression, ce sont elles qui prennent tout, parce qu'elles n'ont pas les services juridiques. Le patron, il doit s'activer au commercial, il doit s'activer à la production, il n'a pas le temps de se plonger dans le code du travail. Et donc, ayant eu souvent des mésaventures, beaucoup, par la suite, hésitent à embaucher et limitent leur activité alors qu'ils ont du potentiel. Eh bien, c'est à cela que Donald Trump s'est également attaqué, alors que le droit du travail américain est quand même bien moins lourd. Et ce faisant, il crée plus de lisibilité, plus de liberté, plus de confiance pour les entreprises, parce que ne l'oublions jamais, la richesse d'un pays, c'est la richesse des entreprises. Si nous sommes ce que nous sommes, ce sont nos entreprises qui nous ont permis de l'avoir. Tous nos droits sociaux, tous nos avantages sont produits par la richesse qui sort directement des entreprises. Et c'est parce qu'en France, on a perdu de vue cet aspect-là, que notre pays, à mon avis, connaît depuis un certain nombre d'années un déclin. C'est un autre sujet qu'on abordera très probablement lors de prochaines vidéos. Troisième volet très important de la politique de Trump, qui était annoncé, observez bien, les principaux piliers de sa politique ont été annoncés dans sa campagne, il tient ses engagements. On est bien loin de la personne fou, incohérente, inconsciente, velléitaire qu'on nous décrit dans les médias. En réalité, il applique stricto sensu ce qu'il a dit. Ce troisième volet, il est très important, c'est le volet protectionnisme. Alors là encore, quand on va parler de protectionnisme, nous avons en face de nous la caricature du protectionnisme. Il est bien entendu qu'il est hors de question de fermer les portes à tous les pays, les produits étrangers, de bloquer les importations, de fermer le pays, fût-il un pays aussi imposant que les États-Unis. Bien entendu que non. Mais l'essentiel de la politique de Trump, elle est ciblée. Elle vise à lutter contre la concurrence déloyale de pays qui ne jouent pas le jeu. Parce que le libre-échangisme qu'on nous vend depuis des années, eh bien, il faut bien voir la réalité des choses. Nous imposons le libre-échangisme.
États-Unis, Europe. Mais est-ce que les Chinois sont vraiment libre-échangistes? Est-ce que leur marché est à ce point ouvert aux importations étrangères? Est-ce que les normes qui sévissent dans un pays comme la Chine, au niveau social, au niveau environnemental, au niveau sanitaire, est-ce que ces normes respectent le tiers du quart des normes qu'on s'impose, nous, à nos pays, à nos entreprises, et encore on veut en rajouter toujours plus? Bien sûr que non. La concurrence à ce niveau est déloyale. La Chine, il ne faut pas l'oublier, c'est une dictature. Ce n'est pas un pays démocratique avec des gens libres, des syndicats, c'est une dictature. Les salariés n'ont pas les moyens de s'opposer à la politique menée par le gouvernement. Les salaires sont encore aujourd'hui, malgré la croissance, 4 à 5 fois inférieurs à ce qu'on connaît en Occident. Le droit du travail n'a rien à voir. Je ne parle même pas de la politique en termes de normes de pollution et autres. Bien. Donc, que veut faire Trump? Il veut forcer les Chinois à réimplanter des usines aux États-Unis pour pouvoir profiter du marché américain, qu'il s'agisse des Chinois ou d'ailleurs des sociétés américaines qui ont l'intention de délocaliser ailleurs. Alors, à peine Trump arrivé, il n'a même pas eu besoin de lancer la guerre commerciale, une usine Ford qui devait se monter au Mexique et dont d'ailleurs les travaux de construction étaient entamés, a interrompu ces travaux et elle a été maintenue sur le territoire américain. Fiat Chrysler a développé des usines sur place avec plus de 60 000 emplois créés, alors qu'elle comptait les mettre ailleurs, en Amérique latine ou en Asie. Apple a commencé à réimplanter des usines de composants, alors que généralement, elle privilégiait l'Asie. Bien. Foxconn, une société de composants électroniques chinois, est en passe de monter une usine de plus de 60 000 salariés aux États-Unis. Vous vous rendez compte? Tout ça, c'est directement la politique de Trump qui oblige à ce que, dans tout ce que l'on peut faire aux États-Unis sur lequel on peut être compétitif, eh bien, on ne profite pas du marché américain, qui évidemment est prospère, sans avoir à payer son éco sur place et sans avoir à installer des usines sur place. Donc c'est une politique de bon sens. Ce n'est pas du tout une politique idéologique, une politique de retour en arrière, c'est une politique de bon sens. On ne brade pas notre marché intérieur à tous les vents. Et on refuse de se plier à une concurrence déloyale. Le libre-échange est quelque chose qui profite, généralement. Et Ricardo l'avait bien mis en évidence dans toutes ses théories économiques. Mais il profite dans la mesure où il s'inscrit dans le cadre de pays qui sont d'un niveau voisin, qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes niveaux de vie, peu ou prou. Ça ne peut pas profiter à un pays comme les États-Unis, qui est le plus riche du monde, quand il se met lui-même en concurrence et qu'il accepte une concurrence qui est totalement hors de ses normes, hors de ses critères, hors des règles du jeu. C'est comme si vous aviez un match de football avec deux équipes, mais un arbitre qui ne pratique pas les mêmes règles d'une équipe à l'autre, tout simplement. Donc c'est une simple politique de bon sens. Les États-Unis ne sont absolument pas fermés aux échanges. Simplement, les États-Unis n'acceptent pas qu'on vienne détruire leur économie tout en baissant les bras, en regardant faire, en nous expliquant que si on ne laisse pas faire, eh bien on va s'écrouler. Donc le mythe de l'effondrement de l'économie par le simple fait qu'on met des barrières douanières ciblées, s'est complètement effondré depuis 2 ans, puisque Trump a prouvé que tout cela pouvait bien entendu profiter à l'économie. Et d'ailleurs, on vous a dit tout à l'heure que le budget américain était en déficit cette année plus lourd que d'habitude. On pourrait comparer ça à des politiques de relance keynésiennes, c'est-à-dire on crée du déficit. Bon. Là, c'est une politique de relance, contrairement par exemple à la politique socialiste pratiquée en mai 81, qui a été une politique de relance keynésienne par la distribution d'allocations, les nationalisations, etc. C'était une politique qui a créé du déficit et qui entendait créer de la croissance avec du déficit de l'État. Et cette politique en France en 1981 s'est soldée par un échec cuisant, catastrophe économique au bout de 2 ans, le franc dévalué 1 fois, 2 fois, 3 fois, et les plus de 40 ans s'en rappelleront certainement. Il fut même un temps où on ne pouvait plus quitter la France avec plus de 2000 francs en poche,
parce qu'il y avait une fuite des capitaux, parce qu'il y avait une dégradation du franc, c'était les années 83-84. Donc cette politique keynésienne-là ne fonctionne pas. La politique keynésienne, entre guillemets, temporaire, de Trump, elle fonctionne. Pourquoi? Parce qu'en même temps qu'on distribue, on le distribue par le biais d'exonération fiscale. Donc, on motive, on crée de la croissance en encourageant les gens à créer des entreprises, à créer des emplois. Ça, c'est le premier volet. Et deuxièmement, dans la mesure où on limite les importations sur la concurrence déloyale, eh bien, l'argent qui est ainsi dans l'économie reste, il n'est pas consacré principalement à l'importation, à l'achat d'importation. Qu'est-ce qui avait coulé la France à l'époque en 1983? C'est que tout l'argent qui avait été distribué sous forme de hausse de SMIC, relèvement des minima sociaux, etc., était pour l'essentiel consacré à des produits d'importation, puisque, en relançant par la consommation, la production nationale n'augmentait pas, en tout cas pas immédiatement. Donc ça s'était soldé par un surcroît des importations, une dégradation de la balance commerciale, et donc derrière la dévaluation de la monnaie. Eh bien, avec la politique protectionniste, entre guillemets, de Trump, on évite de tomber dans ce travers-là, et au contraire, on soutient la production nationale, et on évite de creuser les déficits commerciaux. Voilà. Voilà pourquoi la politique de Trump, aujourd'hui, fonctionne. Et pour ceux qui ont lu le premier ouvrage que j'ai publié, Vers la chute de l'Empire occidental, où je décrivais la situation géopolitique et économique des pays occidentaux et sa dégradation phénoménale dans les 10 ou 15 années qui avaient suivi la publication de mon livre, qui date de 2015, j'évoquais très précisément une politique plus libérale pour désenfler les États-providence qui paralysent nos économies, mais également pour protéger nos industries par le biais de barrières douanières. C'était les solutions que je préconisais à l'époque dans le dernier chapitre de mon livre, que Trump a mis en œuvre avec brio, parce que bon, c'est pas tout de le dire, il faut savoir le faire, et ça marche. Voilà, ça marche. Alors, je crois que Trump et sa politique, non seulement est de nature à nous inspirer, à nous en France et en Europe, on n'est pas du tout pour le moment sur ces créneaux-là dans notre pays, c'est même tout à fait le contraire qui se pratique. Et on a la chance, on a des éléments de comparaison. Nous avons un président qui a été élu pratiquement en même temps, qui mène une politique qui est pratiquement le contraire. À vous d'apprécier les résultats. Vous avez les éléments de comparaison. Donald Trump est aussi de nature, sa politique, à nous remettre en place les idées et les mots dans le bon sens. Parce que je suis toujours un peu désolé de voir que le mot libéralisme est traduit à toutes les sauces, a perdu tout son sens, et les gens le mettent un petit peu à tort et à travers, lui imputent nos difficultés, alors qu'en réalité, je pense que ce serait la solution. Mais alors, dans le libéralisme, il faut savoir ce qu'on y met, n'est-ce pas? Je suis toujours surpris. Vous savez, un jour, j'ai participé à un débat sur une autre antenne, et j'ai parlé d'une politique libérale qui devait nous sauver, mais j'ai été houspillé par une personne qui pourtant est de droite, comme moi, soutient à peu près les mêmes thèses, que le libéralisme, c'était la fin de tout, c'était la fin des haricots, c'est ça qui nous amenait dans la ruine dans laquelle nous sommes. Mais en réalité, il y a une confusion dans l'esprit des gens qui parlent comme ça. Le libéralisme, ça ne veut dire qu'une chose. Ça veut dire que l'économie est laissée libre de fonctionner d'elle-même, entreprises, ménages, syndicats et autres, de s'autogérer, et l'État, bien entendu, prend une part, mais une part minoritaire, minime. Ce n'est pas lui qui donne le ton. Voilà ce que ça veut dire le libéralisme. Le libéralisme, ça ne veut pas dire qu'on protège nos frontières. Quand on parle de ça, on parle, si vous voulez, les gens font une confusion entre libéralisme et libre-échangisme pour la bonne raison que depuis 25 ans, tout ce qu'on appelle libéralisme est associé immédiatement au libre-échangisme. Mais en réalité, le libéralisme n'a jamais dit qu'il ne fallait pas protéger les intérêts nationaux. Si vous lisez Hayek, si vous lisez Von Mises et tout un tas d'auteurs, le libéralisme n'est pas contraire à une politique de protection des industries, de protection des activités nationales. C'est complètement dissocié. Vous voyez ? Or, je pense que ce qui nous ruine actuellement en France et en Europe,
ce n'est pas le libéralisme, dans le sens d'une diminution de poids de l'État. Je pense qu'au contraire, on entend parler d'ultralibéralisme toute la journée. Mais vous vous rendez compte quand même qu'en France, la dépense publique représente 57% de la richesse nationale. Ça veut dire que quand vous produisez 100 €, l'État en capte 57. Et vous allez me dire que ça, c'est ultralibéral. En fait, en France, nous sommes dans une situation d'ultra-socialisme. Nous sommes le pays le plus socialisé du monde, si l'on accepte certainement la Corée du Nord, Cuba, le Venezuela et je ne sais qui. Mais nous sommes un pays ultra-socialiste, nous ne sommes pas ultra-libéral. Et nous sommes ultra-socialistes tout en étant ultra-libre-échangistes. C'est-à-dire que nos entreprises, qui sont persécutées par les impôts, persécutées par les charges, persécutées par les réglementations, sont livrées avec tous ces handicaps et ces boulets attachés à leurs pieds à la concurrence internationale de pays qui ne subissent pas du tout ça. Voilà quels sont vraiment les problèmes qui ruinent nos économies et qui font que nous nous enlisons en permanence et qu'on a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais. Mais encore une fois, ce n'est pas le libéralisme, c'est le libre-échangisme. Et c'est ça que Donald Trump nous apprend, à revenir aux sources du vrai libéralisme, celui où l'État définit les règles du jeu, c'est l'arbitre. Il définit les règles du jeu, il essaie de les rendre les plus lisibles possibles à tout le monde pour créer un climat de confiance. Voilà. Il perçoit des impôts pour financer les infrastructures nécessaires et la vie du pays, mais il ne s'investit pas, il n'hypertrophie pas son rôle en étouffant l'économie, ce qui se passe en Europe, et alors en particulier en France. Et donc, si j'étais américain, je remercierais Trump pour la prospérité qu'il a su redonner à mon pays, si j'étais américain. Comme je ne le suis pas, je le remercie de nous montrer la voie et de nous montrer à tous qu'est-ce que c'est que le vrai libéralisme, celui qui marche, et j'espère qu'un jour, la France s'en inspirera.